Salut Internet, la mort. On va parler de mort. Mais attention, de mort épique, de mort stupide, de mort légendaire, de mort historique ou anonyme. Vous aurez certainement différents types de réactions. Oh non, c'est dommage. Oh non, c'est terrible ça. Ou encore, ah ouais, lui c'est vraiment pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Hein. Vous connaissez certes la fin de toutes les anecdotes que je vais vous raconter aujourd'hui, mais vous serez à chaque fois surpris. Et si vous en riez, ne vous sentez pas coupable. Certains l'ont cherché quand même. Comme vous le voyez, je me rase de près régulièrement, c'est faux, je suis quasi imberbe, et c'est faux aussi pour monsieur Hans Steininger. Il a vécu au XVIe siècle et fut maire de Braunau am Inn, une petite ville autrichienne à la frontière avec l'Allemagne. La barbe de Hans mesurait pas loin de 2 mètres et a causé sa mort. Non, personne ne l'a étranglé avec, il a tout simplement trébuché dessus dans un escalier. Bah clac, hein, le cou rompu. Sa barbe, elle, a été soigneusement conservée par la famille et est maintenant visible dans ce musée du quartier de Herzogburg de Braunau. Et oui, c'est sa vraie barbe. Si vous habitez à San Francisco, faites pas les cachotiers, vous pouvez nous avouer que vous êtes déjà allé au Condor Club, un des clubs de striptease les plus connus de la ville, grâce notamment à la danseuse topless Carole Doda. Elle dansait sur un piano blanc qui descendait du plafond. Bon, ça c'est le contexte. En novembre 1983, un des videurs du club, Jimmy, et une des danseuses, Teresa, ont eu ce qu'on appelle des relations charnelles sur le piano. Sauf que pendant l'acte, ils ont appuyé sur le bouton qui fait remonter l'instrument à toute vitesse vers le plafond. La danseuse, elle, a survécu grâce à sa taille, mais Jimmy, malheureusement, bien plus costaud, est mort asphyxié entre le plafond et le piano. En 1871, un homme est accusé d'en avoir tué un autre. Son avocat, Clément Vallandigham, démontre devant ses collègues avocats de la défense comment la victime s'est en fait suicidée. Pour prouver sa théorie, il recrée la scène en utilisant un pistolet qu'il pense vide. Bon bah, il était pas vide. Il s'est tiré une balle dans le ventre et en est mort. Mais au moins, il a prouvé qu'il avait raison. Et son client a été acquitté. Pendant la révolte des Maccabées, qui oppose les Juifs de Judée et les Séleucides, s'est déroulée la bataille de Beth Zaccaria, durant laquelle est mort Éléazar Havaran, le fils du chef des Maccabées. La question étant, comment? Bah, il a décidé de s'attaquer à un énorme éléphant de guerre parce qu'il pensait que le chef ennemi était sur son dos. Alors, bon, génial, le mec trop fort, il parvient à tuer l'éléphant, sauf que le corps de l'animal lui est retombé dessus. Et visiblement, certains auteurs du Moyen-Âge qui voulaient illustrer cet événement n'avaient pas dû voir beaucoup d'éléphants dans leur vie. On parle d'éléphants, vous le savez, le braconnage c'est mal, mais il arrive que le karma se charge des braconniers. Avril 2019, Parc National Kruger. C'est une réserve naturelle pour beaucoup d'animaux, mais surtout pour des rhinocéros noirs et blancs, principale victime du braconnage dans le coin. 5 hommes entrent à pied en toute illégalité dans la réserve pour essayer de choper des cornes de rhino. Un éléphant les aurait alors attaqués et zigouillé l'un d'entre eux. Les 4 survivants ont ensuite laissé le corps sur la route pour qu'il soit récupéré plus tard. Raté, les lions se sont occupés de faire le ménage et seul son pantalon et son crâne ont été retrouvés. Elizabeth Spencer, fille du proviseur du Corpus Christi, un des collèges de l'université de Cambridge, avait un jour invité un copain dans sa chambre. Manque de peau, son père vint lui rendre visite et elle cacha dans la précipitation son ami dans un placard qui ne s'ouvrait que de l'extérieur. Il y est resté enfermé tellement longtemps qu'il est mort asphyxié. Et puis, désespéré d'avoir commis une telle horreur, la jeune fille s'est suicidée. Ah oui, petit détail, ça s'est passé en 1667, hein, c'est peut-être important de le préciser. Le 4 juillet est la fête nationale aux États-Unis. En 1984, Reginald Tucker faisait la fête avec ses collègues de travail et a commencé à faire la course dans les couloirs avec l'un d'eux. N'ayant pas ses lunettes sur le nez, il n'a pas vu la fenêtre en face et s'est tout simplement écrasé dessus, fracassant le verre. Malheureusement, leur bureau se trouvait au 39e étage de cet immeuble au cœur de Chicago. Vraiment, si vous avez besoin de lunettes, portez-les. L'empereur romain Claude a eu 3 fils, dont son fils adoptif Néron. L'aîné de ces 3 fils, c'était Claudius Drusus, qui est mort vers ses 15 ans. Écoutez, on sait pas trop, hein, les dates au 1er siècle, c'est jamais très précis. Quoi qu'il en soit, on sait comment il est mort. Il jouait à lancer une poire en l'air pour l'attraper avec sa bouche. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est trop fort, hein, il a fini par réussir. La mauvaise, c'est qu'elle s'est bloquée dans sa gorge et que le futur empereur en est mort. Seulement 3 personnes sont mortes en dehors de l'atmosphère terrestre. En 1971, au cours de la mission Soyouz 11, les cosmonautes soviétiques Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov et Viktor Patsayev ont perdu la vie en quelques secondes seulement suite à un problème de pressurisation juste avant de faire leur retour sur Terre. Autant vous dire qu'après ça, les normes de sécurité ont un poil évolué. Fin septembre 1930, Alexandre Ier de Grèce, souverain du pays, se balade tranquillement dans ses jardins avec son berger allemand quand ce dernier se jette sur la guenon magot d'un des
des employés qui se défend. Le roi tente alors de séparer les deux animaux lorsqu'un autre singe l'attaque. Il se fait mordre à la jambe et au bras avant que les domestiques arrivent en courant et fassent fuir les primates. Dans les jours qui suivent, les plaies s'infectent. Personne ne veut amputer le monarque par peur des répercussions et Alexandre finit par mourir de septicémie. En 1983, Michael Godwin est passé à 2 doigts de se faire condamner à mort par chaise électrique. Mais il y a échappé, il y a eu à la place une peine de prison à vie. 7 ans plus tard, il est quand même décédé sur une chaise électrique. En fait, il essayait de réparer ses écouteurs branchés à sa télé tout en étant assis sur ses toilettes en métal. Électricité, métal, hein, bah voilà, trône électrique quoi. Ok, celui-là est connu mais peu importe, il en faut aussi dans cette vidéo. Monsieur François Vatel organise pour son employeur, le prince de Condé, une fête de 3 jours pour que ce dernier puisse revenir dans les petits papiers de Louis XIV. Fête de 3 jours, milliers d'invités, égale forcément beaucoup de bouffe. Vatel s'applique à faire les menus. Le vendredi 24 avril 1671, c'est jour maigre pour les catholiques, c'est jour de poisson. Vatel attend de pied ferme sa commande de poiscaille à 4h du mat, mais horreur, seuls 2 paniers arrivent. Pour 3000 personnes, c'est pas beaucoup de paniers. À 8h du matin, toujours rien. Vatel dit alors « Je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Et il va se suicider dans sa chambre alors que sa commande arrive tout juste dans les cuisines. Impatience et désespoir, ça fait pas un bon mélange. Laurent de Rome est un saint chrétien qui est mort en martyr. Alors que le préfet de Rome lui avait demandé de lui filer toutes ses richesses, il arrive avec ses fidèles et les présente comme étant les trésors de l'église. Le préfet, il aime pas trop la blague et le condamne au supplice. Laurent est allongé et attaché sur un grill au-dessus de cendres suffisamment chaudes pour le brûler, mais seulement à petit feu. La légende dit qu'après des heures de torture, il aurait prononcé « Ce côté est maintenant bien rôti. Retourne-moi pour que l'autre cuise aussi. » Vraiment, le mec a un sens de l'humour. Je dois vous faire une confession, il peut m'arriver de ronfler la nuit. Au point où oui, ça peut déranger Margot de temps en temps. Mais je devais pas être au même stade que Mark Gleason. Lui, il devait faire un boucan monstre parce qu'avec sa copine, ils ont décidé de faire une expérience assez étrange. Une nuit, Mark a pris des somnifères et s'est inséré des tampons dans les narines. Alors, verdict, ça marche super bien. Il a pas ronflé de la nuit. Après, il s'est jamais réveillé. Donc, je suis pas certain de vouloir tester. Ça va vous choquer, il y a des ours en Inde. Plein d'ours. Ils sont pas très beaux, mais il y en a. Un jour, monsieur Prabhu Batara rentre d'un mariage avec des amis quand lui vient une envie pressante de faire pipi. Il descend alors de voiture et remarque juste à côté un ours qui semble mal au point. Est-ce qu'il fonce dans sa voiture comme toute personne normale qui croise un ours? Évidemment que non. Il a essayé de prendre un selfie avec et il se retrouve dans cette vidéo. En même temps, c'était un ours, Prabhu. Ça met des castagnes à des tigres du Bengale, les ours indiens. En 1924, Thornton Jones, un avocat du Pays de Galles, s'est réveillé, la gorge tranchée. Incapable de parler, il a demandé un petit papier, un crayon pour y écrire « J'ai rêvé que je l'avais fait. Je me suis réveillé et j'ai constaté que je l'avais vraiment fait. » L'enquête policière a déclaré que c'était un suicide dans un moment de folie. Parce que oui, malheureusement, il est mort 1h30 après s'être réveillé. Messieurs, il arrive parfois que l'urètre se bouche. C'est le tuyau pour faire pipi, pour ceux qui suivent pas. C'est généralement ce qu'on appelle une sténose. Et le gouverneur Morris, un politicien américain, en a eu une en 1816. Il a donc tout logiquement pris un os de baleine et on a fait un cathéter pour débloquer le tout. Spoiler, ça n'a pas fonctionné. Il s'est blessé, ça s'est infecté. Il est mort. Désolé messieurs, je sais que cette anecdote fait mal physiquement. Accrochez-vous à vos baskets parce que cette histoire est complètement alambiquée. Le 15 mars 1995, Terry Cottle se tue d'une balle dans la tête. Sa femme Cheryl autorise le don d'organes et c'est Sonny Graham qui reçoit le cœur de Terry. Petite avance dans le temps, 8 décembre 2004, Sonny, Cheryl se marient. Déjà, what the fuck? Mais passons. Le 1er avril 2008, 13 ans après la transplantation, Sonny se suicide d'une balle dans la tête. Il y a 2 points communs du coup, le cœur et la veuve. Charondas était un législateur grec, c'est-à-dire qu'il créait des lois. Par exemple, il a proposé une loi qui vous punissait de mort si vous rameniez une arme aux assemblées citoyennes. Et un jour, il a oublié d'enlever son épée de sa ceinture avant d'aller à la réunion du jour. Pour respecter sa propre législation, il s'est transpercé avec. Au moins, il respectait ses propres lois. Bon, après, cette légende est aussi racontée pour Zaleucos et Dioclès de Syracuse, 2 autres législateurs. On ne joue pas avec des armes à feu. J'ai l'impression que c'est logique, et pourtant, John Eric Exum était sur le plateau de la série télé Espion Modèle et attendait entre 2 scènes. L'ennui le prit et il décida de jouer à la roulette russe avec un pistolet 44 Magnum et une cartouche à blanc. Dites-vous, il a perdu au premier coup puisqu'il est direct tombé sur la balle à blanc. Heureusement que c'était à blanc. Bah non, la ouate de papier contenue dans la cartouche a transpercé sa tempe et lui a brisé le crâne. Je répète, on ne joue pas avec des armes à feu, même chargées à blanc. Très connu en Australie, Steve Irwin était un fou de nature. Animateur télé, mais aussi propriétaire de l'Australia Zoo. C'était vraiment une méga star, hein, même à l'international. Le Fred et Jamie australien, si vous voulez. Malheureusement, il est décédé pendant un tournage sous-marin dans la Grande Barrière de Corail. Il s'est fait transpercer le cœur par une raie pastenague et s'est vidé de son sang avant même d'atteindre l'hôpital. Au 9e siècle, Basile Ier le Macédonien, empereur byzantin, est en pleine partie de chasse. Dans sa ceinture, se prend dans les bois d'un cerf et il est traîné sur plus d'une vingtaine de kilomètres
kilomètres dans la forêt. Heureusement, un de ses serviteurs réussit finalement à couper la ceinture et à libérer l'empereur de son enfer. Sauf que Basile est un petit peu parano et il croit que le serviteur voulait le tuer. Donc il le fait tuer, juste avant de mourir lui-même de la suite de ses blessures. Dites, les courses de Formule 1, c'est quand même hyper dangereux, non? Regardez par exemple, pendant le Grand Prix d'Afrique du Sud de 1977, une voiture prend feu. Son pilote se met à l'abri et deux commissaires de course foncent vers l'incendie pour l'éteindre. Malheureusement, la voiture de Tom Price arrive à fond et percute un des deux hommes qui meurt sur le coup. L'extincteur qu'il portait s'envole et vient se fracasser contre le casque de Tom Price qui, pareil, meurt sur le coup. C'est clairement un des pires accidents de l'histoire de la F1. On parle de courses de voitures, mais il est possible de décéder dans des courses de chevaux. En 1923, le jockey américain Frank Hayes fait une crise cardiaque et meurt en pleine course. Le truc fou étant que son cheval a continué et a gagné. Il est donc le seul jockey de l'histoire à avoir gagné une course après sa mort. Quand il y a des disclaimers qui disent « Surtout, ne reproduisez pas ça chez vous », ça veut dire « Surtout, ne reproduisez pas ça chez vous ». John Cummings, par exemple, a vu un avaleur de couteaux dans un cirque et s'est dit « Moi aussi, j'ai envie de faire ça ». Il s'amusait donc à avaler des couteaux et a fini par en mourir. À l'intérieur de son corps, on a retrouvé une lame, un ressort et plus d'une trentaine de fragments de bois, de cornes ou de métal. Donc, je précise encore pour ceux du fond, on n'avale pas de couteau si on sait pas faire. Si vous visitez un lieu dangereux, il y a souvent des rambardes de protection. Dans ce cas, ne tentez pas de faire le poirier sur ces rambardes. C'est visiblement ce qu'a essayé de faire Bradley Streeter, un Australien de 20 ans, au bord du gouffre des Cave Gardens en 2020. Il s'est malheureusement loupé et a fait une chute mortelle de plus de 30 mètres. Au 2078 de la 5e avenue à New York se trouve un tout petit parc hyper mignon, le parc des frères Collier. À cet emplacement, avant le parc, se trouvait la maison des frères Collier, qui sont morts d'une façon très insolite. Les deux souffraient du syndrome de Diogène, c'est-à-dire qu'ils cumulaient et accumulaient des déchets de façon maladive. En 1937, alors que Langley apportait son repas à Homer, il s'est fait écraser par une valise et des piles de journaux et en est mort. Homer, paralysé et aveugle, incapable de se nourrir ou de prévenir les secours, est mort de faim quelques jours plus tard. Maurice Schlick était un philosophe allemand qui fut assassiné par un de ses étudiants. Son ami Kurt Gödel, philosophe lui aussi, ne s'est jamais vraiment remis de la perte de son ami et a développé une obsession très spéciale. Il était terrifié d'être empoisonné et refusait de manger quoi que ce soit qui ne soit pas préparé par sa femme. Problème, sa femme a été hospitalisée fin 77 pour une période de 6 mois et il est décédé de malnutrition en janvier 78 puisqu'elle pouvait plus s'occuper de lui. Il pesait alors moins de 30 kilos. Et moi j'ai pas mal de questions du type, il avait aussi peur de ce que lui-même se cuisinait du coup? En tout cas, c'est tout le contraire qui a amené à la mort d'Henri Ier d'Angleterre. Quand il se retrouve à devoir gérer une potentielle rébellion en Normandie, il s'arrête à Lyon-la-Forêt, salut à tous les Lyonçais, où il se pète la panse avec des lamproies alors que, clairement, ses médecins avaient dit non, pas de lamproies, en tout cas pas en grand nombre. Bon bah, il en est mort. Trop de lamproies, visiblement, ça tue. Vous avez déjà mangé de la lamproie, vous? Bon, là c'est le cas extrême d'un mec qui mange trop de vertébrés, mais il y a eu un cas hyper chelou en 2018. Sam Ballard, un Australien, fait un pari avec ses copains en 2010 et mange une limace. 2018 ou 2010, Doc Seven, là? Qu'est-ce que tu racontes? Attendez, vous allez comprendre. Suite à son snack de limace, Sam s'est tapé ce qu'on appelle une angiostrongylose, une maladie causée par un parasite du rat qui se trouve parfois dans les escargots ou les limaces. Et il en est mort 8 ans plus tard, parce qu'il a mangé une limace pendant une soirée avec des potes. Il existe donc des plats mortels, et il existe des recettes de cuisine mortelles. En 2014, le chef chinois Pang Fen prépare tranquille une soupe de serpent avec comme ingrédient principal un cobra cracheur indo-chinois. Il le décapite, continue sa recette et va pour jeter la tête à la poubelle et il se fait mordre par la tête décapitée. Je sais pas trop comment c'est possible, mais en tout cas, il est mort très rapidement dans la cuisine de son restaurant. Parlons d'un truc qui nous concerne tous, c'est pénible quand même quand l'ascenseur part sans nous. Après, faut attendre et tout, mais bon, à choisir entre attendre sain et sauf ou défoncer les portes de la cage de l'ascenseur avec son quadriporteur pour tomber dans la cage d'ascenseur et mourir, je choisis d'attendre, contrairement à Monsieur Lee. Une bouche s'est remplie de trucs pas cool. Sigurd Eysteinsson l'a appris à ses dépens. Il participait avec succès à l'expansion viking au niveau de l'Écosse actuelle et a vaincu un chef local nommé Mael Brigett. Il lui a ensuite coupé la tête qu'il a attachée à la selle de son cheval, un petit peu comme un trophée. Léger détail, une des dents de la tête a blessé la jambe de Sigurd qui mourra suite à une infection. Pas de désinfectant à l'époque, que voulez-vous. Messieurs, dames, arrêtez s'il vous plaît de vider votre déodorant tous les matins. Ça pue et ça tue. Je
Jonathan Kepwell avait 16 ans quand il est mort d'une crise cardiaque à cause de son obsession pour le déodorant. Il s'en mettait plusieurs fois par jour et avait plusieurs fois la dose mortelle de propane et de butane dans le sang au moment de sa mort. Personnellement, les seuls duels que je pratique se déroulent sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. J'en fais d'ailleurs des lives sur Twitch si vous voulez venir voir. Monsieur Lepic et Monsieur Grandpré, eux, ne jouaient pas dans le même game. On est en 1808 quand ils flashent tous les deux sur Mademoiselle Tirvite, danseuse à l'Opéra de Paris. Ils ont donc tout naturellement organisé un duel public en montgolfière. Oui, en montgolfière. Tous les deux armés d'un pistolet, le but était de viser le ballon de l'autre. Lepic a eu beau tirer en premier, il rate sa cible. Grandpré, lui, vise mieux et Lepic meurt dans le crash de sa montgolfière. Je vous laisse faire des jeux de mots avec le nom de Mademoiselle Tirvite en commentaire. Tiens, restons dans les accidents de montgolfière avec la mort de Madame Sophie Blanchard. Contrairement à nos deux loustiques précédents, c'était une aéronaute professionnelle. La toute première femme aéronaute d'ailleurs. Le 6 juillet 1819, elle s'envole au-dessus des jardins de Tivoli à Paris avec des feux d'artifice dans sa nacelle. Lors de l'allumage des feux d'artifice, l'hydrogène à l'intérieur du ballon prend feu et la montgolfière s'écrase sur le toit du 16 rue de Provence. Sophie est éjectée de la nacelle et se brise la nuque dans la rue. On a parlé de la montgolfière, mais je classe le parachute dans la même catégorie, truc que je suis pas encore bien certain de vouloir faire un jour dans ma vie. Robert Hocking n'était pas du tout de mon avis. À la base peintre en aquarelle, il s'est aussi improvisé inventeur de parachute et il est mort dans le tout premier accident de parachute au monde, son premier vol. Il n'y a eu qu'un seul pape d'origine anglaise dans l'histoire, c'est Adrien IV qui a vécu au XIIe siècle. Pour l'époque, il a vachement voyagé, en France, en Norvège, en Suède, et il est mort en avalant une mouche qui se trouvait dans son verre de vin. C'est con comme mort quand même, faut l'avouer. Je ne vais pas vous parler de la mort de Toutankhamon, mais de celle de l'un des hommes qui a assisté à la découverte de sa tombe, George Herbert. 5e comte de Carnarvon. En février 1923, la chambre funéraire de la tombe est ouverte. En mars, George se fait piquer par un moustique. La piqûre s'infecte car il l'entaille avec son rasoir. Une pneumonie lui tombe dessus et paf, il meurt en avril. Les journaux l'ont ensuite proclamé comme étant la première victime de la fameuse malédiction de Toutankhamon. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Shah Safi en a fait les frais. Je vous rappelle, Shah c'est le terme qui désigne les souverains iraniens et perses avant du coup. Il est mort en mai 1642 suite au jeu de « qui c'est qui peut boire le plus ?» avec un buveur géorgien de haut niveau invité spécialement pour l'occasion. Par contre, l'histoire ne dit pas qui a gagné. On reste sur le même sujet mais version 2004. John et son pote Francis se sont bien bourré la tête lorsqu'ils rentrent en voiture. Francis est penché par la fenêtre côté passager. Peut-être qu'il vomissait, peut-être qu'il criait « Wouhou !» Ce dont on est sûr, c'est qu'il s'est fait décapiter par un fil de poteau électrique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. John, lui, au volant de sa voiture, n'a rien vu, est rentré chez lui et s'est couché. C'est seulement le lendemain matin que le corps de Francis est découvert par un voisin, toujours décapité dans la voiture. Bonne ambiance le réveil que ça a dû être. Décidément, 2004 n'a pas été une bonne année pour les consommateurs d'alcool. Michael Warner était un Texan alcoolique depuis des années. Il avait de tels problèmes de santé qu'il ne pouvait plus boire de l'alcool, mais ça l'a pas empêché de trouver une autre solution à son addiction, les poires à lavement. En mai 2004, il s'est mis tellement de liqueur dans le corps via sa poire à lavement, je vous fais pas un dessin, qu'il en est mort. Son taux d'alcool dans le sang était de 4,7 grammes. Marie Ier d'Écosse a eu une vie de dingue. J'ai envie d'acheter tous les livres possibles à son sujet. Même sa mort est dingue. Elle est condamnée par Élisabeth Ier le 1er février et exécutée le 8. Mais on est en 1587. Les décapitations, c'est pas par guillotine, mais par hache. Le bourreau abat une première fois son arme et se foire en frappant l'arrière de la tête. Il donne un deuxième coup qui ne sépare pas entièrement la tête du reste. Le bourreau, qui doit être un petit peu saoulé du travail bordélique qu'il est en train de faire, prend une scie et finit le boulot. Il chope alors la tête par les cheveux pour la montrer à la foule, sauf que Marie portait une perruque. Le bourreau se retrouve avec les faux cheveux dans la main et la tête au sol. C'est à ce moment que le chien de la reine déchue sort de sous sa robe. C'est un sketch, cette exécution. On a déjà parlé d'Annie Taylor, il me semble, première personne à descendre les chutes du Niagara dans un tonneau. Parlons donc de la deuxième personne qui a descendu les chutes du Niagara dans un tonneau, Bobby Leach. Il était cascadeur et l'a fait 10 ans après Annie, et s'il se trouve dans cette vidéo, c'est qu'il a survécu. Tout va bien, il a réussi à descendre les chutes du Niagara en tonneau. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il est mort après s'être viandé sur une peau d'orange en Nouvelle-Zélande lors d'une tournée de conférence. Alors il est pas mort au moment de la chute, mais de la gangrène qui a obligé une amputation de la jambe, et malheureusement il a pas survécu. Quand une usine explose, c'est la merde. Surtout quand c'est une usine de pétrochimie. Le 14 janvier 2020, la pandémie de Covid n'a pas commencé et l'usine Icoxe en Espagne explose en pleine journée. Une plaque de fer d'1 mètre sur 2 qui pèse littéralement 1 tonne s'envole dans les airs. Et elle finit par atterrir dans un immeuble 3 km plus loin. Je ne me suis pas trompé, c'est pas 3 mètres, c'est pas 300 mètres, c'est 3 km
plus loin. Sergio Milan était tranquille chez lui quand la plaque s'est fracassée dans l'appartement au-dessus du sien et a fait tomber le plafond sur sa tête. C'est tellement improbable. Et puisqu'on parle de plafond, dans une pharmacie de Bradford dans le West Yorkshire en Angleterre, un employé remarque un matin une fuite dans le plafond. Une infiltration de pluie peut-être? Une fuite d'eau? Pas du tout. Des gouttes de liquide de décomposition d'un cambrioleur qui s'était faufilé sous les dalles du toit et qui s'était étranglé avec ses propres vêtements quelques semaines auparavant. Bon appétit si vous regardez cette vidéo en mangeant. Est-ce que vous connaissez des voleurs d'œufs rares? Personnellement, c'est une spécialité qui m'était complètement inconnue jusqu'à aujourd'hui. Alors que vous sachiez, voler des œufs d'oiseaux rares, ça existe. Les professionnels de scrim atypiques cherchent les nids dans les arbres depuis le sol, puis grimpent pour choper leurs précieux butins avant de les revendre. Colin Watson était un des plus grands voleurs d'œufs très connus dans le milieu des œufs. À 62 ans, il était encore très actif et grimpait aux arbres comme un enfant de 10 ans ou un singe araignée en quête d'un fruit alléchant. Problème, il n'a plus 10 ans et il n'a pas de queue préhensile. Et à 12 mètres du sol, la chute c'est bien souvent mortel. Il s'est pété une côte qui lui a transpercé le cœur. Du coup, encore un énième conseil de Doc Seven, n'essayez pas de voler des œufs en haut d'un arbre. J'aurais pu parler d'Alan Pinkerton dans notre dernier 77 sur le crime, car il a travaillé sur la base de données qui centralise tous les dossiers d'identification, aujourd'hui propriété du FBI. Mais j'en parle plutôt ici, car il est mort après avoir été infecté par la gangrène suite à une blessure. Blessure qu'il s'est auto-infligée en trébuchant sur un trottoir et en se mordant la langue. Se mordre la langue est donc visiblement un danger de mort. On a souvent parlé de cas d'enterrement vivant, mais cette fois-ci c'est un poil différent. En 2011, alors que les proches d'une défunte russe sont réunis autour de son cercueil, cette dernière se réveille en sursaut, hurle de frayeur et meurt, pour de vrai cette fois-ci, 12 minutes plus tard, d'une crise cardiaque. Pierre l'Arétin est mort en 1556 car il n'a pas su s'arrêter de rire. Il se serait tellement marré pendant un dîner qu'il serait tombé de sa chaise et se serait fracassé le crâne. Selon la légende, parce qu'il y a aussi une hypothèse d'empoisonnement et une autre de crise cardiaque provoquée par le même fou rire. Il y en a un qui est clairement pas mort de rire, c'est Subhash Yada. Il a fait un pari un jour avec un pote suite à une embrouille. Le premier qui mange 50 œufs durs gagne 2000 roupies, dans les 25 balles quoi. Trop fort, Subhash a réussi à avaler 41 œufs durs, mais au milieu du 42, blackout. Les badauds ont beau eu l'emmener d'urgence à l'hôpital, il est décédé dans la foulée. Apparemment, faut pas manger 41 œufs durs à la suite. En 2011, Phil Contos est mort à la suite d'un accident de moto. Il est tombé de son bolide pendant une manifestation contre l'obligation de porter un casque à moto. Les médecins après coup ont dit qu'il aurait sûrement survécu s'il avait porté un casque. C'est bien ironique tout ça. Il y a plusieurs versions à la mort de Richard Ier d'Angleterre, mais ma préférée est la suivante. Pendant le siège du château de Chalut-Chabrol, il se prend un carreau d'arbalète dans l'épaule. Il demande à ce qu'on lui amène le tireur, à qui il voulait mettre un taquet, je suppose, mais on lui présente un enfant. Le petit dit que le roi a tué son père et ses frères et qu'il s'est donc vengé. Richard, au lieu de le mettre à mort, lui donne son pardon et le fait même libérer avec 100 shillings en bonus. Il devait se dire que voilà, c'est un enfant, la blessure devait pas être bien grave. 12e siècle, Richard, t'as peut-être oublié, gangrène et décès 11 jours plus tard. Bravo gamin. Les cas de combustion spontanée m'ont toujours fasciné. Ces humains qui semblent se consumer entièrement sans réelle explication. Le tout premier cas, et le plus connu d'ailleurs peut-être, est celui de Mary Reeser. En 1951, seul son crâne et une chaussure furent retrouvés dans son appartement et rien d'autre autour ne semblait endommagé. C'est hyper glauque comme phénomène. Mathilde Marie Aldegonde Alexandra de Habsbourg-Lorraine-Teschen va vous convaincre d'arrêter de fumer. À 18 ans, elle s'apprête à sortir et décide de fumer une petite clope en douce avant le départ. Soudain, elle entend son père approcher et cache l'objet du délit derrière elle. Malheureusement, sa robe est ultra inflammable et la cousine de Sissi l'impératrice meurt 2 semaines plus tard des suites de ses blessures. John Lewis, un homme d'affaires britannique de 64 ans, se dit un jour, tiens, et si je faisais du feu dans mon jardin? Pas de problème, il assemble des petites branches et puis il allume son feu. J'imagine que derrière, il a dû perdre un petit peu patience car il finit par y ajouter de l'essence. Évidemment, le bidon a pris feu, John aussi, donc il s'est jeté dans la rivière avoisinante. Alors c'est top, le feu s'est éteint, sauf qu'il s'est noyé et son corps n'a été retrouvé que 2 semaines plus tard. Restons en 1999 pour parler du syndrome du héros criminel. C'est quand une personne crée une situation dangereuse de toute pièce pour pouvoir la résoudre et être reconnu en héros. Exemple, Daniel, ancien pompier volontaire, et 7 de ses anciens collègues ont mis le feu à une maison avec comme plan d'éteindre l'incendie et de devenir des héros. Bon Daniel est resté coincé à l'intérieur et il est mort. Il y a des musiciens qui éclatent leur guitare sur scène quand ils sont en transe avec leur musique. Jean-Baptiste Lully, lui, s'est tapé le gros orteil avec son bâton pendant une répète. La plaie s'infecte, on lui propose l'amputation mais il refuse, la gangrène remonte la jambe et Lully finit par mourir en mars 1687. Parce que son gros orteil s'est infecté. Et c'est quand même une bonne invention le désinfectant en pchit finalement. Marc-Antonio Bragadin est un capitaine vénitien qui a défendu farouchement la ville de Famaguste contre les Ottomans. Le siège se termine très mal pour Marc-Antonio. Il est jeté en prison pendant 2 semaines avant d'être obligé de faire le tour des remparts avec des sacs de terre sur le
le dos, puis il est attaché sur une chaise et hissé sur le mât d'un vaisseau ottoman où il est humilié par ses tortionnaires. Et puis pour son exécution, il est écorché vif. Mais le pire, c'est que sa peau fut gardée, bourrée de paille et recousue pour être une fois de plus humilié dans les rues de la ville qu'il a essayé de défendre. La cruauté des Ottomans s'est terminée avec son exposition comme fanion sur le mât de la galère du commandant. 9 ans plus tard, un marin vénitien réussit à voler la peau de Marc Antonio et la ramène finalement à Venise. Le wingsuit moderne est considéré comme étant une invention de Patrick de Gaillardon en 1994, mais il y a eu un visionnaire bien avant. Franz Reichelt, un tailleur qui a créé son propre costume parachute wingsuit en 1912. Il est assez connu parce que la vidéo de son essai, où il saute du premier étage de la Tour Eiffel, est trouvable sur internet. Spoiler, son costume n'a pas fonctionné. Vous souhaitez voyager avec votre chien dans l'avion? Pas de soucis. Votre chat? Encore moins de soucis. J'adore les chats en plus. Mais alors, votre crocodile? Je suis moins chaud. Surtout s'il est mis en douce dans un simple sac de sport. C'est un crocodile, les mecs. Évidemment que la bête s'est échappée du sac, évidemment que la panique s'est propagée, et l'avion s'est crashé. Et non, c'est pas du tout mon imagination, c'est bel et bien arrivé le 25 août 2010 en République démocratique du Congo. Les 20 passagers et membres d'équipage sont tous décédés dans le crash. Le crocodile, lui, a survécu. Régent de Sparte au début du règne de Pleistarchos, Pausanias, le neveu du grand Léonidas, était peu sympathique avec les Grecs. Il se fait virer du pouvoir et complote pour revenir. Ses serviteurs le balancent et pour échapper à la justice, il se planque dans le temple d'Athéna où visiblement il était intouchable. Sa mère dépose une brique devant la porte, on sait pas trop pourquoi, en tout cas ça donne une idée au gouvernement spartiate, il l'emmure vivant. Pausanias meurt de faim en 469 avant notre ère. On peut déposer une centaine de brevets et quand même mourir à cause d'une de ses inventions. C'est le cas de Thomas Midgley Jr., ingénieur et inventeur américain qui a chopé la polio en fin de vie. Non, je suis pas en train de vous dire qu'il a inventé la polio, il l'a juste chopé. La polio, maladie assez nulle qui peut notamment paralyser les membres inférieurs ou même le corps entier. Thomas devient donc lourdement handicapé et à partir de 1940, il ne peut plus sortir seul de son lit. Donc il construit un système de harnais avec des câbles, des poulies et des cordes, le tout pour pouvoir se lever. En novembre 1944, il s'est retrouvé emmêlé dans sa propre invention et est mort étranglé. Attention, tout premier humain tué par un robot en 1979. Je travaillais dans l'usine d'une grande entreprise de voitures. Un bras mécanique m'a cogné la tête par derrière et mon corps n'a été découvert que 30 minutes après mon décès par mes collègues. Je suis Robert Williams. Bravo à tous. Il me semble que j'ai déjà parlé de lui sur la chaîne. La famille a porté plainte contre les fabricants du robot et a reçu des millions en dédommagement. Les amis, il y a des trucs, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Genre Philip Quinn qui fait chauffer sa lampe à lave sur sa gazinière. La lampe a explosé et un éclat de verre lui a transpercé le cœur. Du coup, pourquoi faire chauffer sa lampe à lave sur sa gazinière? Lors du siège de Roxbourg, pendant la guerre des Deux Roses, Jacques II d'Écosse, roi d'Écosse, est hyper fier de son artillerie. Il a fait venir plein de canons des Flandres, les boss de l'artillerie à l'époque, on est en 1460. Malheureusement, il se tient juste à côté d'un de ces canons et meurt sur le coup lorsque celui-ci explose pendant la bataille. En 2008, David Monk, un Britannique en vacances dans les Alpes italiennes, avait un tout petit peu trop bu et avec ses potes, ils ont décidé de prendre un des matelas de protection, vous savez, sur les barrières pour s'en servir comme d'une luge. Et ça fonctionne super bien, jusqu'au moment où il s'est mangé à pleine vitesse la barrière. Il est malheureusement décédé. D'où la présence du tapis de protection à la base. En mai 2004, un Autrichien rentre chez lui après avoir passé la nuit en compagnie de Monsieur Alcool et Madame Drogue. Mais il a perdu ses clés et est coincé dehors. Pas de problème, il décide de passer par la fenêtre de la cuisine qui ne s'ouvrait que vers le haut. Vous savez, les fenêtres oscillo-battantes. Le malheureux arrive à seulement passer la tête et le torse et reste coincé, la tête dans l'évier. En essayant de se sortir de cette situation grotesque, il allume le robinet et l'eau remplit l'évier. Et il se noie. J'ai beaucoup trop de questions. D'autant plus que la police a bien retrouvé ses clés dans sa poche. Fait numéro 69, fait en rapport avec les activités charnelles, évidemment. À Moscou, 2 femmes ont fait un pari avec Sergei Touganov. 4000 balles que t'arrives pas à tenir 12 heures avec nous deux. C'est bien mal connaître l'ego d'un russe. Sergei vide une boîte entière de Viagra et c'est parti. Et il tient les 12 heures. Mais il meurt quelques minutes après d'une crise cardiaque. Théagène de Tassos était un athlète grec extrêmement célèbre à son époque. Tellement célèbre qu'il a eu droit à plein de statues, dont une magnifique créée par le sculpteur Klosias Dégine, qui faisait plein de statues en bronze d'athlètes. Un jour, un homme avait la rage contre Théagène de Tassos et a décidé de se castagner contre la statue. Apparemment, la statue s'est pas laissée faire, elle est tombée sur le mec, le tuant sur le coup. On est en Grèce antique, la statue a ensuite été jugée et jetée à la mer. Pour assassinat. Évidemment.
En mai 2021, un homme et son fils se promènent tranquillement à Santa Coloma de Gramenet, dans la banlieue de Barcelone, quand ils remarquent une odeur étrange qui sort du corps d'un stégosaure en papier mâché. Je vous laisse analyser cette phrase, c'est pas une phrase qu'on entend tous les jours. Quoi qu'il en soit, dans la statue, c'est le cadavre d'un homme de 39 ans qui est retrouvé. Il avait fait tomber son téléphone à l'intérieur du dinosaure et s'était faufilé pour tenter de le récupérer et il a pas réussi à sortir. Et il est mort, coincé dans un dinosaure en papier mâché. Vous voyez dans l'intro quand je vous disais que c'était ok d'avoir des réactions particulières à la suite de ces faits. C'est normal. Henri Perth est mort le 29 octobre 1552 après s'être tiré une flèche dans la tête en essayant de déloger le projectile de son arc. Bon, je connaissais l'accident avec une arme à feu, mais alors avec un arc long, je dois dire que c'est une première. Fin 2005, le monde du gaming a perdu un de ses membres, Lee Seung-soap. Le 3 avril 2005, il commence une partie de World of Warcraft pour la terminer 50 heures plus tard. La cause? Son décès, tout simplement, sinon je pense qu'il aurait certainement continué. Après les médecins, il est mort d'une insuffisance cardiaque causée par l'épuisement et la déshydratation. Il ne faut pas boire de radium. On le sait, on le fait pas. Mais dans les années 1920, on le savait pas, et c'était le produit miracle, le radium. Par exemple, les gens prenaient du Raditor pour soigner tout et n'importe quoi. C'était simplement de l'eau distillée et du radium. Notre héros, Eben Byers, en a pris pendant 3 ans à la suite d'une chute d'une couchette dans un wagon-lit. Puis en 1930, il arrête d'en prendre. Ses dents tombent, il devient maigre comme un clou, et des trous apparaissent même dans son crâne. Il meurt finalement en 1932. Il ne faut pas boire du radium. Pareil, il y a des moments dans la vie où il ne faut vraiment pas allumer une cigarette. On l'a vu avec Mathilde de Techen, et on va le revoir ici. En 2019, un électricien a allumé sa cigarette alors qu'il était en train de nettoyer une cheminée électrique avec de l'essence. Tellement de choses ne vont pas dans cette phrase. Il est malheureusement mort dans l'incendie qui a suivi. Histoire similaire mais qui se passe 14 ans plus tôt que la précédente, Marco veut nettoyer sa cheminée. Au lieu de faire appel à un ramoneur, il décide de créer son propre balai brosse. Il prend un balai classique et décide d'y accrocher une chaîne, elle-même soudée à une grenade pour faire contrepoids. Vous avez déjà soudé un explosif, vous? Eh ben non, parce que sinon vous seriez comme Marco dans cette vidéo. Et on termine avec un combo, un grand chelem même. Robert Linston est un chirurgien écossais du 19e siècle qui avait une technique très simple pour éviter à ses patients de trop souffrir. Il allait hyper vite. Sa chirurgie la plus connue est mythique. Un jour, il a réussi à amputer la jambe de son patient en moins de 2 minutes 30. Et en même temps, en allant trop vite, il coupe 2 doigts à son assistant. C'est pas fini. En prenant de l'élan avec son couteau, il entaille le manteau d'un spectateur qui s'évanouit de peur. Me demandez pas pourquoi il y avait des spectateurs. En tout cas, maintenant qu'on a tous les personnages, sachez que le patient et l'assistant sont morts de gangrène suite à leur amputation, et le spectateur ne s'est pas évanoui, mais était mort de peur. Une chirurgie, 3 décès, le combo ultime. Et ça fait du bien, un bon 77 de temps en temps, sur un thème hyper léger en plus. Comme les derniers finalement, le 77 sur le sexe, celui sur la guerre, celui sur le crime. Voilà, si vous avez des idées aussi légères pour le prochain, n'hésitez pas, je vous attends en commentaire. En attendant, si vous avez des sous à dépenser, je vous mets le lien de notre boutique en description. Si vous avez aimé vibrer sur toutes ces morts insolites, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu. Et si après toutes ces années, ou si vous venez de me découvrir et que vous n'êtes toujours pas abonné, il sera peut-être temps les gars. Allez, moi j'arrête là, je vous dis à samedi prochain, 17h17. Salut Internet.